Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. On va évidemment partir du contexte dans lequel vous sortez ce livre. On peut s'interroger 34 ans après la mort de Grégory. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de parler et de donner votre vérité, de, comme vous l'avez intitulé dans le livre, briser le silence? C'est une façon pour moi de me faire entendre, de dire qu'est-ce que j'ai à dire. Ça m'a jamais laissé... on m'a jamais laissé une façon d'expliquer. Ce qui a peut-être précipité les choses, c'est le tout dernier épisode en date, puisque pour la première fois, vous avez été placé en détention dans cette affaire-là. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce passage en prison, en maison d'arrêt? Très mal. Qu'est-ce qui était difficile? Difficile, c'est que vous mettez en prison et que vous n'avez rien fait de mal. Vous aviez l'impression d'avoir déjà tout dit, c'est ça? Oui. J'ai expliqué plusieurs fois ma version, mais personne ne veut l'entendre. Et c'est la vérité. C'est ça, vous dites dans le livre, je ne l'ai pas la vérité, sinon il y a longtemps que je l'aurais dite. C'est-à-dire que quand on vous présente comme le témoin clé, le personnage central de cette affaire, ce que vous nous dites en fait, c'est que c'est faux. Vous n'êtes pas ce personnage-là. Non, je ne suis pas le personnage-là. Parce qu'il y a longtemps, si j'avais la vérité, longtemps je l'aurais dit. On ne peut pas cacher une telle horreur, un crime d'enfant. Moi, je suis maman, je suis mamie maintenant, donc je comprends. Et comme j'ai dit, si ça pouvait m'arracher le cœur, comme j'ai dit, que si c'était Bernard, je l'aurais dit. Mais c'est pas lui, il était là quand je suis rentrée de l'école. Alors tout repose effectivement sur cet instant-là, où vous sortez du collège. C'est quelques minutes, hein, c'est ces minutes qui vont décider de toute votre vie en fait. Oui. Avec l'accusation contre vous, qui est que vous êtes rentré avec lui, qu'il est venu vous chercher, et vous qui maintenez que vous êtes rentré en bus. Peut-être racontez-nous, vous, les souvenirs que vous avez de cette journée. Le souvenir que j'ai, la journée s'est passée, j'étais au collège. Et je suis sortie du collège, il était 5h moins 5, ça sonne à 5h moins 5. Et je me suis dirigée vers le bus qui se dirigeait vers Mauzet. J'ai pris le bus scolaire avec mon amie Nelly Domange. On a été en direction de Mauzet, on s'est arrêté à Mauzet, j'ai monté chez la tante Louisette. Et où Bernard était là avec Sébastien et Louisette. Après, Bernard est parti chercher du vin chez Champion avec Sébastien. Et ces souvenirs-là, ils sont précis, après toutes ces années, vous n'avez jamais eu de doute sur la manière dont les choses s'étaient déroulées? Non, non, du tout, c'est ça la vérité. Alors il nous faut revenir sur cette garde à vue, évidemment, parce qu'elle est centrale. Donc dans un premier temps, vous racontez ce que vous venez de nous dire, et puis il y a cette évolution dans vos déclarations. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant cette garde à vue? Racontez-nous un petit peu. J'ai été interrogée le 31, le 1, le 2. Et après 2 heures d'interrogation, le 2, les gendarmes ont tellement hurlé dessus, tapé du poing sur la table et tout. Et j'ai dit qu'est-ce qu'ils voulaient entendre. Voilà. C'est eux qui, comment on dit, ils posaient les questions, ils donnaient les réponses en même temps. Qu'est-ce qu'ils vous disaient précisément pour vous faire dire ce que vous ne vouliez pas dire? Ils m'ont dit que j'étais qu'une menteuse, que j'étais la maîtresse de Bernard, que je couchais avec Bernard, que je le protégeais. Et que Bernard avait avoué qu'il était venu me chercher à l'école. Moi, j'avais beau dire c'est pas vrai, et puis... j'avais tellement peur, j'avais 15 ans, que j'avais peur des gendarmes, voilà. Je voulais juste rentrer chez moi. Pourtant, votre père vous avait dit, hein, vous le racontez dans le livre, les gendarmes, c'est des gens bien, il faut les respecter. Mon père, oui, mon père, c'était... Mon père, les gendarmes, pour lui, c'était des gens, voilà, parce que dans sa famille, il y a beaucoup de marins, il y avait des gendarmes dans sa famille aussi. Et que lui, les gendarmes, c'était des copains. C'est la réponse qu'il m'a dit qu'elle est venue à la gendarmerie me voir. T'inquiète, cocotte, les gendarmes, c'est des copains. Moi, j'ai répété qu'est-ce que mon père a dit, voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que vous leur avez fait confiance? Oui.
Oui, parce que moi, quand j'avais 15 ans, je voulais être gendarme. C'était ma vocation à moi, c'était être gendarme. Puis voilà. Il n'y a pas eu de violence physique, comme ça a Non. pu être dit. Non. Décrivez-nous cette pression qu'ils vous ont mise. De quel ordre elle était? Pression, c'est qu'ils hurlaient sur moi, ils tapaient les poings sur la table, que j'étais qu'une menteuse, voilà. Je dis, il y en a un qui est rentré en furie, je me rappelle encore, c'est un gendarme assez costaud. Il est arrivé, il me montre du doigt, toi t'as couché avec la roche, voilà, c'est énorme. Quand j'avais 15 ans, c'est quand même le mari de ma sœur. Il a fallu, comment dire, il a fallu que je passe quand même des tests gynécologiques pour dire que j'étais vierge quand même. Je vous dis pas à 15 ans comment ça fait. Est-ce que quand vous finissez par les faire sur la pression, ces aveux, on va revenir après, évidemment, vous êtes revenu dessus, mais vous avez le conscience que ça va avoir un rôle déterminant dans l'enquête, ou bien vous ne réalisez pas ça à ce moment-là? Non, moi je voulais juste rentrer chez moi. Ils m'ont menacé de maison de correction, que je verrais plus mes parents, maman, tout ça, donc... Vous avez et eu après peur. j'ai répondu oui à toutes leurs questions. Et là, racontez-nous, alors ça va très loin, parce qu'ils vous montrent une carte, et ils vous font indiquer, limite c'est eux qui tiennent votre doigt, il faut finalement vous montrer l'itinéraire. Ils ont fait un itinéraire, mais à 15 ans, je vous dis franchement, je ne savais pas lire une carte. Et c'est un gendarme qui m'a montré avec son doigt et j'ai suivi avec le stylo. Et c'est des lieux, vous ne saviez pas du tout à quoi ça correspondait dans la réalité. Pas du tout. Vous rentrez chez vous, comment vous vous sentez? Alors vous n'en parlez pas à vos parents, c'est ce que les gendarmes vous ont demandé de faire. Comment vous vous sentez en rentrant à la maison? Je me sentais rassurée parce que je rentrais chez mes parents. Mais je me suis refermée sur moi-même. Ils ont lu vos déclarations, vos parents? Non. Ils ont simplement signé sans relire? C'est surtout les gendarmes ont fait donner ma déposition à mon papa. Ils ont dit à mon papa, vous inquiétez pas, elle n'a rien dit de mal. Et mon papa a signé sans lire. Et c'est là que ma maman a reproché à mon papa et qu'elle lui a dit je comprends pas que tu as signé sans relire qu'est-ce qui était marqué sur la déposition. Ma maman lui en a voulu tout le temps. Parce que pour que ce soit valable, ce document, il fallait qu'il signe parce que vous étiez mineur, c'est Oui. ça? Donc c'est papa qui a signé sans relire. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pendant toute cette durée de garde à vue, vous n'êtes pas assisté, ni par un majeur, ni par un avocat, vous êtes seul. Je suis tout seul avec les 6 gendarmes. Il y avait 6 gendarmes. Et mon papa était venu me voir à la gendarmerie, mais lui était en bas avec les gendarmes. Et j'ai juste aperçu, c'est tout. Donc le week-end de la Toussaint justement passe, et donc là vous avez rendez-vous chez le juge, qui est le juge Lambert à l'époque. Oui. Et là alors comment ça se passe alors? C'est les gendarmes qui vous y Les emmènent? gendarmes sont venus me chercher, oui, pour m'emmener chez le juge. Ils m'ont dit de dire qu'est-ce que je leur avais dit, qu'ils m'avaient fait dire. Puis j'ai répété qu'est-ce que les gendarmes avaient dit au juge d'instruction. Vous n'allez pas plus loin dans les détails, vous ne précisez rien de plus que ce que vous avez dit en garde à vue. C'est les mêmes aveux, si je puis dire, que ceux que vous aviez fait en garde à vue. Quelles sont les questions que vous pose le juge dont vous vous souvenez à ce moment-là? Je sais plus. Il vous demande si vous étiez la maîtresse de Bernard Laroche? Non. Il vous remontre le plan? Oui, il a remontré le plan. Moi, il m'a demandé si c'était moi. J'avais dit oui, parce que les gendarmes étaient... Je savais que les gendarmes étaient dehors. Quelle a été la différence d'attitude que vous avez pu avoir entre la gendarmerie et le palais de justice? Je sais pas, j'avais peur, C'était la même peur. Vous rentrez chez vous,
Oui. Et là, comment ça se passe? Alors évidemment, on a dit beaucoup de choses. On a parlé de ces fameuses pressions. On a envie de savoir, nous, est-ce que votre sœur est là? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous avez subi des pressions? De quel ordre? Comment les choses se passent quand tout le monde sait dans la famille que vous avez avoué effectivement que Bernard Laroche était bien venu vous chercher? Alors, quand je rentre chez moi, ma sœur encore pas là, elle arrive seulement après. Elle est arrivée, elle pleurait, et elle m'a demandé, elle est venue vers moi, elle a posé les mains sur les épaules, elle m'a demandé qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as dit. Et j'ai éclaté en son rouleau, je suis partie au salon. Puis Marion, j'ai fait une crise de nerfs, comme maman était beaucoup malade, elle a fait un malaise. Et après, je suis partie chez ma sœur, Marie-Thérèse. Et là, vous prenez conscience de ce que vous avez fait, des conséquences que ça va avoir, notamment vis-à-vis de Bernard Laroche? C'est surtout le lendemain, quand mon beau-frère a été chercher le journal. Et que j'ai vu ce journal, Bernard Laroche arrêté à cause des déclarations de Muriel, sa belle-sœur. C'est là que j'ai compris que les gendarmes m'avaient fait faire un faux témoignage contre lui. Alors j'ai tout foutu en l'air, ce qui était devant moi, et je suis partie pleurer dans la chambre. Et ma sœur est venue, elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, et je lui ai dit que c'est là que j'ai dit qu'est-ce que les gendarmes m'avaient fait dire. Elle a téléphoné à maman, et puis elle m'a ramenée chez moi. Qu'est-ce qui vous mettait dans cet état? C'était le mensonge lui-même ou les conséquences qu'il avait eues? Les deux. Les deux? Oui. Et là, vous savez que vous allez avoir un nouveau rendez-vous chez le juge? Oui. Comment ça se passe? J'étais avec maman au juge d'instruction. Et je lui ai expliqué que c'était les gendarmes qui m'avaient forcé à faire ce témoignage contre Bernard. Il est surpris de ce revirement? Je sais pas, non, il n'a pas l'air... Il m'a posé la question si j'avais dit la vérité, je lui ai dit non. Et je lui ai dit après la vérité, c'était que j'ai pris le bus scolaire ce jour-là et puis que je me suis rendue au musée et que Bernard était là, avec Sébastien. Vous vous souvenez bien de qui était le chauffeur ce jour-là, le chauffeur du bus? Il y a eu des hésitations? Oui, des hésitations, oui. Comment vous les expliquez, ces hésitations? Parce que le mardi, c'était pas le même chauffeur. Celui avec les favorites? J'ai confondu, voilà. C'est pour ça que les gendarmes m'ont pas cru. Et parce que Bernard avait dit que moi j'étais là quand lui est rentré chez Louisette. Puis non, c'est moi que Bernard était là quand moi je suis rentrée de l'école. Et c'est là que les gendarmes nous ont pris pour des menteurs. Et Bernard a bien dit que c'était vrai, que c'était moi qui avait raison, que lui était là avec Sébastien quand je suis rentrée de l'école. À cause d'une erreur comme ça qu'ils nous ont pourri la vie. Là, c'est le début des enchaînements terribles jusqu'à encore aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que vous vivez là, on est au paroxysme, si je puis dire, de la crise, avec notamment les journalistes qui vous poursuivent. On a ces images en tête, évidemment, qu'on a tous vues. Laissez-moi, bordel! C'est une horreur, parce que les journalistes ont fait beaucoup de mal. Les gendarmes ont fait du mal, mais les journalistes aussi. Parce que j'avais 15 ans, je ne pouvais pas sortir chez moi. Je suis restée presque un an enfermée chez moi. Parce que dès que je sortais, les journalistes me sautaient dessus, c'était... où les gens ils m'insultaient, c'était affreux. Je me rappelle un coup, on était dans un magasin avec mon frère et maman, on a été obligés de sortir, les gens nous sautaient dessus en m'insultant tous les noms. Est-ce que vous en vouliez d'avoir fait ces aveux? Est-ce que vous culpabilisiez? Bien sûr, il y a encore cette culpabilité. Je me reprocherai toujours aussi la mort de Bernard. Parce que, comment dire, Villemin a tué Bernard, mais moi je m'en veux aussi. Et je m'en foutrais toute ma vie de toute façon. Mais je crois qu'il y avait beaucoup qui ont cherché aussi que Jean-Marie Villemin a tué Bernard.
Alors justement, on va y revenir au meurtre de Bernard Laroche. Comment vous réagissez, vous? J'étais complètement... Ça m'avait tellement fait mal, je voulais mettre fin à mes jours. Et c'est ma tante, une de mes tantes qui m'a rattrapée. Avant que je me jette sous le train. Et puis vous avez pensé à Sébastien, leur fils? Bibiche, oui, parce que... Bibiche avait 4 ans quand même. Il a quand même assisté à l'assassinat de son père aussi. Sébastien apparemment était derrière la porte du garage, mais il a attendu le coup de feu, il est sorti tout de suite quand il a vu son père par terre. Et c'est vrai que ce petit gamin, personne n'en parle. Il a quand même vu son père s'assassiner devant ses yeux, et puis je crois que tout le monde l'a oublié, ce petit gamin de 4 ans. Et justement, à partir de cet épisode-là, comment évoluent vos relations avec votre sœur Marie-Ange? Il y a eu une rupture, de toute façon, il y a eu une cassure. Donc maintenant, quand on se voit, c'est beau jour, et puis... Est-ce que vous avez revu Sébastien aussi, justement? Je l'ai aperçu, oui, mais il ne me parle pas. Alors Jean-Marie Villemain va être jugé, évidemment, pour le meurtre de Bernard Laroche. Vous allez témoigner. Quel souvenir vous gardez de ce procès qui a été aussi, là aussi, on imagine, un moment difficile pour vous, parce que là encore, la meute des journalistes était là, tout le monde vous attendait. Quel souvenir vous gardez de ce procès? Je sais pas. Parce que il y a Jean-Marie Villemain qui vous dit mais dis la vérité, dis ce que tu sais, comment vous réagissez quand il s'adresse à vous comme ça depuis le box? Je suis juré que c'était pas Bernard. J'ai dit, je te jure que c'est pas Bernard, il est innocent. Il était là quand je suis rentrée de l'école. C'est pas lui. J'ai pas participé à l'enlèvement de Martin Grégory. Alors Grégory, justement, avant l'affaire, qu'est-ce que... Vous l'aviez vu une fois, c'est ça? Qu'est-ce que... Moi, je l'ai aperçu une fois, Grégory, c'est tout. On avait été manger chez Michel, le frère à Villemain. Et Grégory était chez ses grands-parents, qui habitaient juste à côté. Vous dites, l'affaire nous démolit tous, elle nous ronge de l'intérieur. Et c'est vrai que ce qui ressort dans le livre, c'est qu'on a l'impression que tous vos proches, finalement, ont été touchés. Pas seulement vous. Vous pouvez Non, c'est toute ma famille, que ça a détruit toute ma famille, c'est pas que moi. Parce que c'est, comment dire, que ce soit les journalistes, soit la justice, il faut passer la famille Boll, Laroche pour des moins que rien. Et on n'est pas des personnes comme ça, nous. C'est pour ça que c'était ma façon à moi de faire le livre, justement, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas les personnes qu'on fait voir partout dans la presse. Et pas que moi, même les Vosgiens, hein, tous les Vosgiens hein, disent qu'on est des illettrés, qu'on est des... Hein, Et ça a arrangé qui de vous faire passer pour ce type de gens-là? Pas. Vous vous êtes posé la question, j'imagine, qui ça peut arranger de vous? Oui, bien sûr, je me suis posé la question, mais on ne sait pas pourquoi. Et de la même façon, pourquoi fallait que ce soit Bernard Laroche? Ben, je ne sais pas. Pourquoi lui? Ben oui. Je peux pas. Je sais pas, j'ai pas de la réponse. On a beau se poser des questions, mais il n'y a pas de réponse. Vous dites que chaque fois qu'il y a un nouveau rebondissement, vous espérez qu'enfin on pourra connaître le vrai scénario et qui est le meurtrier de Grégory. En fait, systématiquement, ce sont des espoirs déçus. Ce ne sont que des pseudo-rebondissements, en fait. C'est un peu ça. Racontez-nous un peu comment vous réagissez chaque fois que la presse ou les juges eux-mêmes, d'ailleurs, vous annoncent qu'il y a un nouvel élément et qu'en fait, il est déçu. Comment vous réagissez, vous, à chaque fois? J'ai réagi, c'est au mois de juin, là, quand ils avaient mis en examen Marcel et Jacqueline et Jacob. Ce jour-là, j'étais chez ma grande sœur. On était en train de jouer au jeu qu'on a appris la nouvelle. Et j'ai dit à ma grande sœur, si c'est seulement qu'ils trouvaient le vrai coupable et qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'ils arrêtent de s'acharner contre nous. Parce que là, ça nous a détruit, nous. Et ça détruit encore, comment dire,
mes enfants, il y a mes enfants, les petits-enfants, il y a tous mes petits-neveux, mes petites-nièces qui... la génération qui suit, ça va les détruire aussi, ça continue. Alors justement, sur ce dernier rebondissement que vous évoquez, celui de 2017, là, vous n'êtes plus seulement la menteuse, si je puis dire, vous devenez un petit peu la complice. Comment vous réagissez par rapport à cette nouvelle mise en examen? Ça fait très très mal. Très très très. Moi, je me suis mis dans la tête, c'est parce que c'est des gendarmes. Les gendarmes, on préfère croire les gendarmes qu'une petite gamine de 15 ans. J'avais 15 ans au moment-là. Et ce scénario qui est échafaudé, c'est-à-dire que c'est un enlèvement à 4 mains, Bernard Laroche et vous, et on confie Grégory aux époux Jacob. Comment est-ce que vous réagissez quand vous apprenez ce scénario qui devient privilégié par la justice? Pour moi, c'est comment dire, c'est du n'importe quoi, parce que comme j'ai dit, si Bernard avait vraiment l'envie de faire, comment dire, avait participé à un tel crime, pourquoi serait-il embêté de sa belle-sœur et de son fils dans la voiture? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais c'est des soupçons suffisamment pris au sérieux par le juge d'instruction que vous êtes donc placé en détention provisoire. C'est la première fois, jusqu'à présent, vous aviez connu la garde à vue, mais pas la détention provisoire. Là, ça a été, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est tout un monde qui s'effondre. Pour moi, ça a été le cauchemar. Là, c'était... On m'a séparé de mes enfants. J'ai mes enfants, ma famille. Le plus dur, c'était ça. Et aussi mon concubin, parce que, à cause de tout ça, notre couple a volé en éclats. Et après ça, votre retour dans les Vosges, comment ça se passe? Quand vous avez finalement l'autorisation de pouvoir retourner dans votre département? Maître Tessonnière m'a appelé en me disant « Ça y est, Muriel, vous avez le droit de rentrer chez vous. » Donc je n'ai pas voulu, moi, rentrer chez mon concubin. Donc j'ai été chez mes amis Carole et Yannick. Le temps que je retrouve un appartement. Parce que moi, je n'avais pas le droit d'aller chez mes frères et sœurs, pas prendre de contact. Vous savez, c'est dur, hein, vous êtes dans les Vosges, vous savez que vos frères et sœurs sont à côté de vous, et pas le droit de les voir. C'était très très dur, ça. Et après, j'ai retrouvé un petit appartement pour moi et mon fils de 17 ans, et puis on est ensemble là tous les deux. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est l'annulation de votre mise en examen. Ça a dû être un soulagement pour vous, j'imagine. Oui, ça a été une joie, oui. J'étais tellement contente quand Maître Tessonnière me l'a dit. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'institution judiciaire, sur la justice en général? Qu'est-ce que vous pensez d'elle? J'y crois même plus rien, de toute façon, parce que j'y crois plus, donc... je crois plus à la justice maintenant. Ça m'a fait tellement de mal, tellement de... Vous pensez qu'un jour ce crime sera résolu? J'espère. J'espère que ça sera résolu parce que c'est pas possible que la mort d'un petit gamin de 4 ans ne soit pas résolue. Ce petit gamin n'a demandé qu'à vivre et puis qu'on lui a enlevé cette vie, c'est horrible. J'espère qu'on trouvera un vrai coupable. Vous redoutez d'être de nouveau mis en examen puisque l'annulation reposait sur un point de procédure ou vous êtes sereine? J'y pense, oui. J'y pense, et puis si c'est le cas, on se battra, je me battrai pour mon innocente avec mes avocats. Parce que j'ai rien à voir, je suis innocente, donc... Cette affaire, elle aura marqué toute votre vie, dans toutes ses composantes, tous vos proches. Vous aurez vécu malgré vous avec l'affaire Grégory, en fait. Bah oui, c'est ça. Comment vous arrivez à essayer de temps en temps, malgré tout, de vous en défaire un peu?
m'en défaire, veut dire, on y pense tous les jours, de toute façon, donc... Quand je dis toujours à ma famille, maintenant je vis le jour, et puis c'est même pas vivre, c'est survivre maintenant, donc voilà. Moi je prévois plus rien, parce que l'année 2017 j'avais prévu plein de trucs, on devait se marier, on devait faire des voyages, puis là tout a été cassé, donc... Vous ne vous permettez plus du coup de faire des projets. Vous vous dites, vaut mieux pas, au moins, il n'y aura pas de déception. Je fais plus de projets du tout. Moi, maintenant, ma vie, c'est mes enfants et ma petite fille, c'est tout. Voilà. Si je vis, c'est pour eux. Sur moi, ma vie, elle est détruite. Donc, Vous n'avez pas eu envie, tout au long de ces années, indépendamment de l'épisode dans la Nièvre, de quitter les Vosges pour vous éloigner de tout ça? on pose toujours la question de ça, non? Non. Mais mes Vosges, c'est chez moi. Les Vosges, c'est comment vous dire, oui, c'est chez moi, c'est mes sapins, c'est les sapins, c'est les Vosges. Non, je peux pas, moi j'ai rien fait de mal, on n'a rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher, je vois pas pourquoi je me fuirais des Vosges. Les Vosges, c'est chez moi, il y a ma famille, il y a tout le monde dans les Vosges, non. Je pense même si je quitterai les Vosges, de toute façon, ça sera toujours là. Donc, ça poursuivra tout le temps, ça sera toujours là. Et cette fameuse journée d'octobre 1984, vous y repensez souvent, vous disant, mais est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un détail qui m'a échappé? Ou au contraire, vous essayez de l'occulter, d'y penser le moins possible? Ce jour-là, je me rappelle de tout, donc... Mais elle vous obsède, cette journée? Vous diriez ça? Non? Non. Justement, ce jour-là, c'était un jour fatidique pour vous. Enfin, on en prend bien conscience dans le livre qu'en fait, vraiment, c'est ce qui a poursuivi toute votre vie. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille de 15 ans qui était Muriel à l'époque, auprès de ces gendarmes? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû être plus forte et puis pas avoir peur d'eux. Parce que si je n'avais pas eu peur d'eux, ils n'auraient pas fait ce faux témoignage, j'aurais tenu tête. Donc... C'est sûr que maintenant, ça pourrait plus arriver. Parce que maintenant, les gardes à vue, maintenant, des gardes à vue des mineurs, ils sont assistés d'un avocat. Ils sont pas tout seuls avec les gendarmes. Et puis c'est filmé maintenant, les auditions. Donc voilà. Vous redoutez qu'il y a encore des gens qui se manifestent, dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à présent, et qui disent « Ah, mais moi je sais quelque chose, j'ai pas parlé jusqu'à présent ». Ça me surprend plus maintenant, hein, quand on voit tous les fausses preuves qu'on arrivait à faire contre moi, donc les faux témoignages, je ne suis pas surpris. Tous les témoignages qui peuvent arriver, qui sont contre moi, de toute façon tout est faux, donc... Après, qu'est-ce qui vient d'arriver là m'a mis en examen à la prison, je crois qu'ils ne peuvent pas faire plus de mal, je crois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et à titre personnel, et vis-à-vis de l'affaire elle-même? Souhaiter, c'est surtout... Souhaiter, c'est qu'ils trouvent vraiment le vrai coupable. Et que si le vrai coupable, il voit cette interview, mais qu'enfin maintenant qu'ils disent que c'est lui et puis qu'ils nous laissent tranquilles. Je crois qu'il a fait assez de mal maintenant. Il a détruit plusieurs familles. On vous remercie beaucoup. Ouais. Merci.
saura-t-on réellement la vérité sur la mort du petit Grégory? La réponse est oui pour Jean-Jacques Bosque. Pendant 7 ans, il a travaillé sur cette affaire en qualité de procureur général de Dijon. Vendredi, il a pris de nouvelles fonctions, l'occasion de livrer son regard sur cette enquête qui devrait se relancer dans les prochaines semaines. Au cœur des accusations, il y a toujours Bernard Laroche, mis en cause une nouvelle fois il y a quelques jours par l'avocat de la famille Villemain. Sa veuve, Marie-Ange Laroche, est notre invitée avec son avocat, maître Gérard Velzer. Ils vont répondre à toutes nos questions, revenir sur ces derniers rebondissements. Ce sera juste après les dernières précisions de Thibaut Cheminat. 35 ans se sont écoulés, 35 ans de mystère, de suspicion, de rebondissements depuis le meurtre du petit Grégory. Toujours aucun coupable, mais certains magistrats n'ont pas perdu espoir. Cette semaine, Jean-Jacques Bosque, le procureur de Dijon en charge de l'affaire, a quitté son poste. Mais au moment de faire ses cartons, il s'est confié sur cette affaire qui a marqué sa carrière. Il est souhaitable que ce dossier aboutisse. Je suis optimiste. On saura un jour qui a tué le petit Grégory. Un procureur qu'il y a quelques années allait encore plus loin dans ses confessions. Bernard Laroche, vous savez quel a été son rôle. L'action publique est éteinte à son égard, donc juridiquement, il ne peut plus être impliqué. Alors Bernard Laroche est-il bien l'homme qui a enlevé la vie de Grégory ce 16 octobre 1984 ? Pour l'avocat des parents du petit garçon, il n'y a pas de doute. Il aurait bien participé à son assassinat et un scénario se dessine. Nous pensons que nous sommes en présence d'un crime collectif. Nous pensons que Bernard Laroche est l'un des rouages. Nous pensons que Bernard Laroche est celui qui enlève l'enfant et qui ensuite remet l'enfant à d'autres personnages. Et ce sont ces personnages qui organisent la mise à mort, l'exécution de ce malheureux enfant. Depuis 18 mois, l'enquête était au point mort en raison des recours initiés par Muriel Boll, la belle-sœur de Bernard Laroche. Mais désormais, l'avocat des Villemain veut reprendre les investigations. Il vient d'ailleurs de lancer un appel à témoins pour que les gens qui savent parlent, a-t-il affirmé. De nouvelles accusations donc contre Bernard Laroche. Sa veuve Marie-Ange Laroche est avec nous. Bonjour, merci d'être là sur ce plateau. À vos côtés, maître Gérard Velzer, vous êtes l'avocat de Marie-Ange Laroche. D'abord, on va évidemment revenir sur les différents propos qu'on a entendus. Peut-être sur cette affirmation du procureur général de Dijon qui était en poste donc jusqu'à la fin de semaine. La vérité éclatera, dit-il, on saura qui a tué le petit Grégory. Est-ce que vous partagez son optimisme? C'est le mot que lui-même a utilisé. Moi, je ne pense plus qu'on saura la vraie vérité, quoi, en fait. Parce que c'est facile d'accuser Bernard, d'accuser un mort, c'est vraiment facile, quoi. Une chose est sûre, les alibis de Bernard ont été démontrés, prouvés. 6 experts en écriture l'ont innocenté. Il y a des choses à dire qu'on ne veut pas dire dans ce dossier. Il n'y a rien contre Bernard, rien. À part un témoignage de Muriel, le témoignage, on sait comment il a été stocké. Point. Alors maintenant, il faut que ça cesse, cet acharnement sur Bernard. Notre famille, les enfants, tout le monde en subit. Tout le monde subit, tout le monde souffre. Et une chose est sûre, c'est pas Bernard. La vérité, on ne la veut pas, la vraie vérité. Marie-Ange Laroche, vous avez bien compris que la justice est convaincue du contraire. L'avocat Thierry Moser dit, voilà, il a participé à l'enlèvement. Le procureur général de Dijon, Jean-Jacques Bosque, dit lui-même, on sait le rôle qu'il a joué, comme si c'était déjà réglé. Dire simplement, voilà, c'est pas mon mari, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a... Même si on peut vous entendre, dire ça peut pas être mon mari, bien sûr c'est votre mari. Vous pouvez pas. Mais c'est mon mari, c'est facile d'accuser un mort. Moi, je fais ce que je peux pour sa mémoire. Une chose est sûre, c'est pas lui. Ce monsieur qui se permet de dire quel rôle a joué Bernard Laroche, Bernard n'était pas là ce jour-là. Les preuves sont dans le dossier. Mais on ne veut pas la vraie vérité. C'est facile d'accabler un mort, quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites on ne veut pas connaître la vérité? Il y a une autre vérité dans cette affaire. C'est certain, il y a une autre vérité. À quoi pensez-vous? Écoutez, j'ai ma conviction. Je ne ferai pas comme M. Moser accuser quelqu'un comme ça. Mais il est certain qu'il y a quelqu'un. Sans donner de nom, ce que je respecte parfaitement, quel scénario envisagez-vous? Quelle est votre version? Parce que Thierry Moser, lui, est très clair, l'avocat des parents Villemain. Il dit, son scénario, et vous allez évidemment y répondre. Il n'est pas clair. Il dresse un scénario, je le répète juste pour que vous puissiez répondre, non, je vous en prie. Il dit juste, voilà, Bernard Laroche n'a peut-être pas tué directement le petit Grégory, il l'a enlevé, il l'a remis à des gens et il serait mort. Voilà ce qu'il dit. Vous savez, il y a 35 ans, ce même M. Moser
disait Bernard Laroche a enlevé et tué l'enfant. Aujourd'hui, on dit ah non, il l'a pas tué, il l'a enlevé, il l'a donné à d'autres. Et dans 30 ans, on dira il a rien fait. Ça suffit. Bernard Laroche, 7 experts en écriture ont dit que c'est pas lui qui avait écrit la lettre du 16 octobre 84. Les experts en voix, on a écouté les cassettes du Corbeau. Les experts en voix qui ont fait des expertises, mais on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une femme. Bernard Laroche n'est pas une femme. Vous voulez une preuve? Bernard Laroche n'était pas une femme. Bernard Laroche a été assassiné après avoir été innocenté, libéré. Sur son alibi, ce fameux 16 octobre 84, Grégory disparaît à 17h, on retrouve son corps à 21h. Votre mari dit qu'il est allé acheter du vin avec un copain, mais le copain, visiblement, n'était pas chez lui, donc comment tient son alibi? C'est très précis. Le 9 novembre 84, vous savez, on juge 35 ans après. Une vérité médiatique tente à se substituer à une vérité judiciaire. C'est facile, il est mort. Le 9 novembre 84, il y a eu une confrontation de tous les témoins de la libye de Bernard Laroche avec Bernard Laroche. Et le soir, le procureur Lecomte et le juge Lambert étaient persuadés, je pense, qu'il faisait fausse route. Ce témoin, qui s'appelle Zonka, il avait rendez-vous avec Bernard Laroche pour aller chercher du vin. Ils avaient rendez-vous. Et Bernard Laroche a été chez lui, mais le dénommé Zonka est parti au dernier moment sans prévenir Laroche. Il n'y avait pas de portable. Et on est sûr qu'il est allé chez lui, Bernard Laroche? Oui, on est sûr. Et s'il n'avait pas été chez lui, et que le lendemain, on interroge M. Zonka, Laroche ne le savait pas, Bernard Laroche ne savait pas qu'il n'était pas là. Donc s'il va chez lui, et s'il n'y va pas, mais le lendemain, Zonka dit « Ah, mais il avait rendez-vous avec moi, on devait aller chercher du vin, il n'est pas venu. » Ça veut dire que là, il était effectivement pris la main dans le sac. Il n'a rien fait, tous ses témoins ont confirmé son alibi, et tout l'a blanchi. Et la Cour d'appel de Nancy en 86 a confirmé l'innocence de Bernard Laroche. On entend votre défense, on a entendu ce scénario, j'y reviens, avancé par Maître Moser. Je vous demande encore une fois, pas de nom, mais quel est pour vous le scénario? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Une chose est sûre, c'est que c'est un acharnement. Ça fait 35 ans que ça dure. Mais vous avez une conviction, vous nous l'avez laissé transparaître en nous disant, pour moi, la vérité, elle est autre. Elle est autre, pour moi, la vérité est autre. Quelle est-elle? Je ne suis pas la justice, c'est pas à moi de faire leur boulot. Parce que jusqu'à présent, on accable un mort, on piétine un mort. Alors, ses enfants, sa famille, tout le monde est sali dans cette affaire. Écoutez, maintenant, je dis simplement une chose, ça suffit. On en a marre. Marie-Ange Laroche, il y a deux clans. Il y a les Laroche, les Villemain. D'accord? Alors, c'est pas dans le clan des Laroche qu'il faut regarder, c'est dans un autre clan, dans l'autre, c'est ça? Écoutez, je n'accuse personne. Une chose est certaine, autant que je suis certaine que ce n'est pas Bernard. Mais vous en dites trop ou pas assez? J'en dis trop ou pas assez. Je ne suis pas la justice, je ne suis pas le magistrat. Vous pensez que ça vient c'est à eux de faire leur travail. Ça vient du clan d'en face, ou votre mari peut faire partie d'un rouage du côté Laroche? Qu'est-ce... Pas du tout. Un rouage. Un rouage. Non. Je suis le procureur de Dijon, Jean-Jacques Bosque, dit voilà, Bernard Laroche, si ça n'est pas lui, il est l'élément d'une équipe. Mais non, écoutez, ce monsieur ne connaît pas le dossier. Le procureur de Dijon, écoutez, franchement, le fiasco judiciaire de Dijon. En 2017, ce monsieur, au mépris de la loi, vient donner son opinion au cours d'une conférence de presse. Ça, c'est pas bien, et on l'a dit sur BFM TV le jour même où il a parlé. La loi ne lui permet pas de donner son opinion. Il dit, Bernard Laroche, on sait ce qu'il a fait. Oui, il n'a rien fait, Bernard Laroche. Et on nous a annoncé en 2017, on vous a tous annoncé, on a annoncé à la France entière, on va savoir la vérité. C'est la semaine décisive. Ça fait 35 ans qu'on nous annonce la semaine décisive. Pour arriver à quoi? Pour arriver à un fiasco. Les 3 mises en examen qu'avait demandé M. Bosque ont été annulées. Et puis, il y a un mort de plus. Le juge Lambert. Et tout ça, pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, ce même magistrat a demandé un appel aux témoins anonymes. Mais venez de manière anonyme. C'est ça la justice? C'est ça la justice? Marie-Ange Laroche, de quel côté aujourd'hui voudriez-vous que l'enquête se porte? Est-ce qu'il faut aller voir du côté des Villemain? Écoutez, comme je vous ai dit, je n'accuse personne. Je ne suis pas dans le dossier, je sais certaines pièces du dossier. Il y a des choses certainement à faire, il y a des autres pistes à découvrir qui n'ont jamais été faites parce qu'on accuse un mort sans arrêt. Stop, moi je dis stop. Et vous savez, accuser un mort, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt de 2002, les magistrats de Versailles ont rendu la justice. Ils ont condamné l'État français pour faute lourde parce que M. Simon, le deuxième juge d'instruction, instruisait contre un mort, contre Bernard Laroche. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu Marie-Ange Laroche dans ce dossier? Tout le monde a été placé en garde à vue, enfin il y a des nouvelles gardes à vue. Comment se fait-il que Marie-Ange Laroche n'ait pas été placée en garde à vue? Mais bien sûr que si. Vous l'attendez, l'interpellation des gendarmes qui viennent vous chercher? Ça va se passer. Ils vont vous poser des questions. Écoutez, moi, ils sont venus me chercher. Bien sûr que si, j'ai été en garde à vue.
Pas la dernière fois. Non, mais en 1984. Ah oui, mais 1984. en 2017, au moment du rebondissement de l'affaire, vous n'êtes pas placé en garde à vue. Pourquoi? Tous les journalistes nous appelaient en disant « La prochaine, c'est Marie-Ange Laroche. On le sait par les magistrats. » Attendez, Marie-Ange Laroche, elle travaillait le 16 octobre 84. Et j'allais dire heureusement, Marie-Ange, elle n'a rien à se reprocher, elle n'a rien à craindre. Et maintenant, il faut chercher la vérité. Avec des preuves scientifiques, c'est possible. Chercher la vérité, ça fait maintenant depuis 1984 qu'on le fait. Il y a ces nouvelles déclarations, cette enquête qui va se relancer après 18 mois un peu gelée. Et puis on voit bien que c'est une histoire qu'on qualifie souvent sans fin. Ça a même donné lieu à une série sur une grande plateforme aujourd'hui de vidéos, Netflix pour ne pas la citer, un véritable carton d'audience. Je voudrais qu'on regarde un extrait pour que vous réagissiez à cette série qui raconte, romance votre vie. La famille Villemain, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres, c'est ce corbeau. C'est-à-dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit Grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie. Oh oui, ce corbeau, il a tué. D'abord à travers des coups de téléphone et ensuite à travers des lettres anonymes. Qui annonce le crime avant que le crime soit commis, déjà ça rend fou tout le monde. 4 ou 5 personnes parmi les proches de la famille Villemain restent fortement suspectées. On voit bien que les photographes ont du mal à résister au gros plan. On appelle ça un racket. En termes de faits divers, on appelle ça un racket. Ce que j'attends, c'est que justice soit faite, c'est tout. Un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit Grégory. Nous avons 2 témoins qui nous donnent le même portrait robot. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Les gens criaient à mort. Alors j'ai dit à Jean-Michel, ça ressemble beaucoup à un crime de femme. Eh bien on doit trouver, ça ne doit pas rester une énigme. Ça non, je ne ferai pas ça comme ça. Si la justice n'est pas à régler cette affaire, moi j'en réglerai. Ce fait divers passionne la France, c'est devenu une série. Est-ce que vous l'avez vu et comment vous réagissez? Je n'ai pas regardé. Je ne regarde plus rien. Parce que, d'ailleurs, je tenais quand même à vous remercier avant toute chose parce que nous ne sommes pas sollicités, on nous salit, on nous traîne dans la boue, nous, on ne nous sollicite pas. Ils sont venus on nous voir casse du sucre sur le dos, tout simplement. Ils sont venus vous voir, les gens de Netflix, pour vous faire parler? Pas du tout. Personne n'est venu vous voir? Je n'ai vu personne, non. On a utilisé des images d'époque. Oui, bien sûr, c'est passé, oui, oui. Des témoignages, des enregistrements, maître. Même vous êtes enregistré par le journaliste Jean Kerr, qui parle de raquette, d'ailleurs, on ne dit pas un raquette, comme il le dit, on dit une raflette, mais bon, de photos. Hein. Il parle des photos de l'affaire Grégory, quand il dit j'ai fait un raquette, il a récupéré toutes les photos, ça s'appelle une raflette. Et vous avez été... Pourquoi il ne vous a pas interrogé? Écoutez, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire pourquoi... Je vous dis, tout se paie par-dessous, on nous salit, c'est tout, quoi. Je veux dire, on ne nous contacte pas. Hein. Vous voyez ce que dit Marie-Ange Laroche. Cette série, moi, je l'ai regardée. Vous voyez, on salit Bernard Laroche. Le juge Lambert, qui s'est donné la mort, quand même, qui est la 3e victime. Après l'ouverture par M. Bosque de 2017, il y a une 3e victime, le juge Lambert. C'est quand même pas rien. Qui se fait massacrer par le juge Simon dans les carnets du juge Simon. Voilà. Et Netflix dit beaucoup de mal du juge Lambert, mais ne dit rien sur le juge Simon. Le juge Simon qu'on a présenté comme une statue du commandeur, ce juge Simon qui, grâce au carnet, maintenant on les connaît, eh bien, il allait prier la Vierge Noire, il parlait de complot socialo-communiste. Pour lui donner le nom de l'assassin. Et c'est lui qu'on présente comme un modèle dans cette série. C'est ça la sérénité de la justice, mais ça on ne le dit pas. On ne dit pas que le juge Simon, à l'époque, a eu une idylle amoureuse avec une journaliste qui l'a dit 4 ans après, qui a écrit un livre. Est-ce que vous avez on le dit pas envisagé une action contre cette série? Je vais vous dire, nous ne laisserons pas assassiner une 2e fois Bernard Laroche par qui que ce soit. Est-ce que vous allez faire quelque chose d'un point de vue judiciaire? On entend que TF1 va faire une série. Moi, j'ai une question à vous poser. Pas à vous, mais à vous, journalistes, qui cherchez. Pourquoi, à intervalles réguliers, tous les 3-4 ans, la famille ne peut pas faire son deuil? Quel est ce business alors que c'est un fiasco? Qui a touché quoi pour la série Netflix? Qui va toucher quoi pour la série TF1? Il y a sûrement eu de l'argent, oui. Est-ce que vous allez les Ce sera le mot de la fin, vraiment 10 secondes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura une action judiciaire? Oui, non. Tous ceux qui mettent en cause la mémoire de Bernard Laroche feront l'objet de poursuites judiciaires.
tous ceux qui mettent en cause injustement. Donc, en ce qui concerne les actions judiciaires, permettez que ça ne soit pas sur un plateau de télévision qu'on dise ce que nous allons faire. Mais c'est possible. Nous ne laisserons pas assassiner une deuxième fois Bernard Laroche. Donc vous allez faire merci beaucoup, Maître Belzer. Merci, Marie-Ange Laroche, d'être venue sur le plateau d'affaires suivantes. Et évidemment, on continuera à suivre cette enquête qui est donc relancée une nouvelle fois. Merci beaucoup à vous deux de votre présence. Dans un instant...